Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 21e vidéo dédiée à GitLab. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux architectures de pipeline. Alors c'est vrai que très souvent dans la vie en entreprise, on découvre soit pas un modèle de pipeline, mais on va dire une architecture un petit peu unique, un peu standard, assez plate finalement, avec éventuellement plusieurs jobs par stage, et finalement ça s'arrête un petit peu là. L'idée de cette vidéo, c'est de voir et de découvrir que finalement les pipelines, ça laisse assez libre cours à votre imagination, et ce n'est pas fait uniquement pour faire des pipelines de code, de build de code, etc. Donc on reverra plus tard, il y a la possibilité de scheduler, et donc derrière revenir un peu à des fonctionnements comme Jenkins le permet, c'est-à-dire de travailler potentiellement de la data, ce genre de choses, d'imbriquer ou de faire des cheminements les uns vers les autres, et de créer des dépendances. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, c'est essayer de vous ouvrir un petit peu, pour les gens qui découvrent, de vous ouvrir les idées sur les architectures possibles. Alors vous avez la documentation de GitLab, donc vous tapez GitLab Pipeline Architecture et vous trouverez pas mal, vous trouverez une page qui est assez bien faite, qui reprend à partir de laquelle je suis parti pour faire cette démo finalement, et vous allez voir que c'est assez simple, mais ça vaut le coup de le faire, puisque finalement on voit assez peu toutes ces pratiques. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous. Donc la documentation, vous la retrouvez ici, donc je suis parti de celle-ci, et ça m'a fait découvrir un petit peu 2-3 petits éléments assez sympathiques. L'idée, ça va pas être encore aujourd'hui de repartir d'un exemple de code, mais là l'idée c'est vraiment de se focaliser sur l'architecture de ces pipelines, ou les possibilités ouvertes avec les pipelines. Alors dans cette doc, on trouve 3 types d'architecture. Le basic pipeline, c'est-à-dire un petit peu c'est ce qu'on a vu jusqu'ici aujourd'hui, avec le fameux build, test et deploy, qu'on retrouve avec différents jobs à l'intérieur de chaque stage, donc les stages build, stage test et stage deploy, ou quelque chose de plus élaboré, en tout cas avec plus de stages. Et ça, on va dire que c'est quelque chose qui est assez trivial, assez basique au niveau de GitLab, et ce qu'on va retrouver très très souvent. Donc c'est celui-ci sur lequel il faut être le plus à l'aise, parce que vous allez le retrouver. On verra qu'il y a des petites astuces, des petits tricks pour faire certaines choses. Le deuxième cas de figure, c'est le direct acyclic graph. Donc DAG, c'est utilisé, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia, c'est utilisé vraiment pour de la modélisation, des dépendances entre certains éléments. Donc ça, c'est un cas de figure que présente également GitLab dans sa documentation. Et enfin, le dernier qui est assez intéressant également, c'est la relation parent-enfant entre pipelines. C'est-à-dire que là, on va pas avoir un seul GitLab CI, on va le voir à la fin de cette vidéo, pas un seul GitLab CI, mais plusieurs GitLab CI, et créer des dépendances entre chacun, avec la possibilité de rajouter des règles pour pouvoir faire ça. Et là, ça laisse vraiment libre place un petit peu à votre imagination. Ça vous permet en tout cas de traiter vraiment des cas de figure plus complexes, plus aboutis et plus poussés. Donc c'est parti. Nous, ce qu'on va faire, donc on va commencer par le basic pipeline, bien sûr. Ça va nous permettre de nous mettre en jambe un petit peu. On va se recréer un nouveau projet exprès pour ça. Donc on va le créer ici, on va dire troisième pipeline, par exemple, c'est le projet, hein, mais bon, je l'appelle comme ceci, et on va le créer de type privé, etc. Peu importe. Donc là, on le crée. C'est parti. Donc là, on va se pencher bien sûr sur notre GitLab CI. On n'a pas de code, on n'a pas besoin de code pour se faire la main avec l'architecture des pipelines. C'est pas nécessaire. Le but étant de tout se trouve dans les GitLab CI. Donc on va passer sur CI/CD. On va aller dans Editor et on va créer un nouveau pipeline. On va supprimer l'intégralité de ce qui nous est fourni par défaut. Et donc vous avez la possibilité de retrouver des templates de pipeline. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé jusqu'ici. Vous avez pas mal de templates que vous retrouvez ici, vous voyez, en fonction du type. Donc vous allez retrouver du Canico par exemple, du latex, pas mal de choses qui sont très très intéressantes.
Ensuite, donc, on va se baser sur le Basic Pipeline qui reprend ce qu'on a vu un petit peu jusqu'ici. C'est-à-dire, nous on va découper ça en stage, on va pas parler de build, de test, de deploy. Je trouve ça trop réducteur en fin de compte, puisqu'on a l'impression qu'on s'intéresse toujours qu'au code et qu'à une certaine manière de processer du code finalement, alors qu'on peut très bien le faire, ce même type d'étape, en tout cas d'architecture, pour processer de la data. On n'a pas besoin d'avoir de code dans notre dépôt, on peut très bien, on a vu, on lance des scripts shell sur notre runner qui est distant, et donc du coup, ce runner, on lui fait faire ce qu'on veut avec le shell. Si on a envie qu'il aille chercher une certaine donnée et qu'ensuite dans une étape suivante, cette donnée qu'il a récupérée, il la traite d'une certaine manière et qu'ensuite dans une autre étape, il aille la pousser dans une base de données quelconque, on peut le faire très très bien avec GitLab. Alors nous on va partir donc sur 3 étapes, stage 1, stage 2 et stage 3, composés chacun de 2 jobs, vous voyez ici qu'on retrouve de cette manière-ci. Donc là on est sur quelque chose où chaque stage doit être réalisé ici, hein, donc chaque job de chaque stage doit être réalisé pour passer au stage suivant. Donc ça c'est la démarche assez classique. On va repartir sur cet exemple-ci qui est comme ceci, donc on va faire un copier-coller, et en plus ce qui est bien dans l'éditeur, on peut faire de la détabulation, hein, donc on place sur Shift Tab, et on va rajouter, donc nous on va rajouter une stage 3 par exemple, stage 4, ce qu'on veut. Donc là qu'est-ce que l'on fait? On va créer tout simplement un job 1, qui va faire juste un écho de stage 1, donc il se rapporte il est compris dans stage 1, le job 2 il est aussi compris dans stage 1, et il fait un écho, il affiche simplement le stage dans lequel il est, et le nom du job. Pareil pour le job 3, qui lui est en stage 2, pour le coup, hein, donc on reprend simplement le schéma qu'on avait juste au-dessus. Hop, voilà, donc le 3 il se situe ici, le 4 se situera ici, et etc. Donc on va faire comme ceci, on va en créer deux plus, alors on va pas en faire de trop non plus, ça sert à rien du tout, et donc on va avoir le 5 et on va avoir le 6, donc du coup on a le 5 ici, le 6 ici, on est en 3, on est en 3 ici, on est en 3 et on est en 3. Donc là, si je sauvegarde, si je commit plus exactement plutôt, donc je devrais mettre un message, hein, bien sûr, de commit, hein, pour dire voilà, j'ai fait une modification de GitLab CI, telle et telle raison. Ce genre de commit sert pas à grand chose de dire j'ai modifié le GitLab CI, on y reviendra un petit peu sur le sens des commits, mais dire j'ai modifié le GitLab CI, finalement c'est ce qu'on retrouve dans les logs de Git, donc finalement c'est plutôt quelle est la problématique à laquelle on a répondu en faisant ça, quoi. Donc là on peut soit se rendre directement ici sur le pipeline en question, soit cliquer sur pipeline comme on l'a fait précédemment. Là il est en pending. Alors pourquoi est-il en pending? Toujours notre CI/CD, on va aller la modifier et on va aller activer le runner qui est le shared runner. On l'active ici, on va relancer notre pipeline. Donc ouais, on va regarder. Ouais, peu importe, on va le relancer directement, run pipeline, et c'est parti. Hop, voilà. Donc là, il est parti normalement. Ça va prendre quelques secondes, on va regarder. Running, voilà, j'étais pas dans le bon. Donc on est en running, et là, donc il est en train d'exécuter, vous voyez, il a fait le bloc, donc l'étape stage 1, il fait la stage 2, et puis ensuite il va faire la stage 3 pour terminer. Que se passe-t-il dans ce cas de figure là si on va faire exprès de générer une erreur? Donc on va faire un exit 1 par exemple. Si je fais un exit 1 par exemple sur le job 3, voilà, là c'est une manière de tester un petit peu ce qui se passe dans ce genre de configuration. C'est d'ailleurs très intéressant quand on est en train d'élaborer un pipeline d'utiliser les exits pour voir un petit peu le comportement. Est-ce que c'est le comportement souhaité ou pas? Est-ce qu'on continue à dérouler les choses ou pas? Donc là on va le laisser faire, on va regarder le running. Donc bien sûr à un moment ça doit failed, je l'espère en tout cas. Voilà, donc, comportement intéressant. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le stage 1 en totalité. On va rafraîchir encore une fois. Voilà. Il a fait le stage 2 en
partie. Et vous voyez que dans l'ordre des choses qu'il a réalisées, finalement, il a fait le job 3, sur lequel il est à fade, mais il a quand même déroulé le job 4, puisqu'en fait, ils font tous les deux partie du stage 2. Malgré tout, ça va, il n'a pas réalisé le stage 3. Vous voyez qu'ici, on a un petit bouton qui apparaît, le Play All Manual, qui va permettre de forcer, en fait, de faire tourner ces jobs de manière forcée. Voilà. Donc, nous, ce qui est important, c'est donc cette étape de fail. Donc le basic pipeline, finalement, vous voyez, ne fait pas forcément ce que l'on souhaite si on veut bloquer vraiment individuellement les choses et s'arrêter nettement, c'est-à-dire juste après le job 3. Donc là, pour répondre à ce type de solution, on va pencher sur autre chose, une autre architecture, qui est le DAG, donc, dont on parlait tout à l'heure. Et le DAG, donc lui, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir stage 1, stage 2 et stage 3, et on va pouvoir créer des dépendances, on va en tout cas utiliser des dépendances pour mentionner les dépendances entre chacun des jobs, et faire en sorte qu'on ait donc une sorte, alors pas une isolation totale entre les jobs 1 et 3, 2 et 4 et 3 et 5, mais on va faire en sorte que si cette étape-là plante, on ne va pas dérouler celle-ci, par contre on va continuer à dérouler celle-ci. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir ce type de choses. On va repartir sur ce que l'on a ici. On va aller éditer. Donc là, c'est vraiment pour vous donner des billes, hein, à vous de faire vos choix dans toutes ces architectures. La dernière étant celle qui va vous offrir encore plus de choix possibles, mais qui rend les choses plus complexes un petit peu à lire. Donc nous, on va avoir stage 1, stage 2, stage 3. Et ce qu'on va faire, donc on va repartir comme ceci. Hop, voilà. Donc, on a le stage 1 qui est composé des jobs 1 et 4. Donc, souvenez-vous du schéma qui est juste ici. Voilà, on est en stage 1, on a le job 1 et 4. Là, ça devrait pas être 3, ça devrait être 4, 5 et 6 ici. Et derrière, donc du coup, on fait un écho à chaque fois. Alors pour l'instant, on va pas mettre le exit 1, voilà. Ensuite, on crée le job 2, et là, on utilise quelque chose qu'on n'a pas utilisé précédemment. Donc pour faire les DAG, on va donc créer des dépendances. Pour créer des dépendances, on a le needs qui va permettre, entre crochets, de mentionner ces dépendances. En l'occurrence, nous, le job 2 va dépendre du job 1. Donc celui-ci va dépendre du job 1 qui est là. Ensuite, donc le job 5 va dépendre du job 4. Donc le 5 qui est normalement ici va dépendre du 4 qui est normalement ici. Et donc ainsi de suite comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'ici on va avoir le job 3 et le job 6. Donc 3 et 6 du stage 3, n'est-ce pas? 3 et 3. Et là on va dépendre du job 2 et du job 5, donc ceux qui étaient juste avant. Donc là, si je valide, qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon pipeline, je me rends dans le pending, et je regarde ce qui se déroule. Alors vous voyez que c'est un petit peu, la manière est un petit peu différente d'être affichée, vous vous rendez compte. On a donc les groupes qui sont mentionnés, avec la possibilité d'afficher les dépendances ou non. Et donc vous voyez que là, il est en train de dérouler, donc il a bien fait l'étape 1, le premier bloc, ensuite il fait l'étape 2 et l'étape 3, ça c'est pas un souci. Et si je switch ici, vous voyez qu'on a une manière de toujours visualiser un petit peu le stage 1, 2 et 3, si je les affiche par stage, mais si je les affiche avec les job dépendances, je vais pouvoir cliquer sur Show Dependencies et les visualiser directement. Et je vois que tout de suite, là, voilà, j'ai bien ma dépendance entre chacun des jobs qui est mentionné, et le déroulé donc qui est complètement horizontal bien sûr. Donc là, si je repars sur la même chose que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire avec un exit 1, on va le placer un petit peu au milieu également. Donc on va se remettre ici, on va faire un exit 1, toujours pour générer cette fameuse erreur, et voir un petit peu ce qui s'y déroule, et on va avoir un comportement bien sûr qui va être différent, grâce à ces fameuses dépendances. Donc là, on va le laisser avancer, on va faire un show dependencies pendant ce temps-là.
Alors il se met à jour, moi je fais des F5 de temps en temps, c'est pas forcément nécessaire, vous voyez qu'il se met à jour automatiquement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez là ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'il a joué le 4, le 5, il est en train de jouer le 6. Et pour autant, sur le premier bloc, ici, il a joué le 1, le 2, mais il ne joue pas le 3, puisqu'en fait, il a failed sur le 2. Donc vous voyez que finalement, ça revient à faire deux lignes de pipeline séparées, finalement. Alors pas avec une isolation totale, puisqu'une isolation totale, ça ferait en sorte que les deux pourraient complètement avancer de manière disjointe, là, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'en fait, on réalise les étapes, en tout cas, si on le laisse faire, il va réaliser les étapes à peu près en même temps. Bon, après, si on avait des durées différentes, bien sûr, ça évoluerait à une vitesse différente. Mais voilà, donc on a quelque chose qui est assez sympathique. On retrouve les jobs ici, vous pouvez les retrouver donc dans job ici, vous voyez que vous avez 6 jobs. Donc voilà, donc ça c'est le fameux DAG, donc qui va permettre de créer des dépendances. Là on n'a pas fait quelque chose de très compliqué non plus, on pourrait avoir plusieurs jobs qui dépendent du job 2 par exemple, ce genre de choses. Ça c'est tout à fait possible. Ou avoir par exemple un job 3 qui dépend de deux jobs qui sont juste avant, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le cas de figure le plus, on va dire, abouti, entre guillemets, en tout cas le plus complexe. Alors ça, c'était notre exemple, voilà. C'est celui des parents-enfants. Donc là, c'est vraiment de la forte dépendance de l'un à l'autre et la possibilité de rendre des choses plus complexes. On va l'utiliser dans différents cas de figure. Je ne vais pas tous vous les lister, parce que voilà, ça va pas me venir à l'esprit non plus. On va pouvoir découper, par exemple, en différents fichiers GitLab CI. Ça, c'est une chose. Faire ce choix de ce type de choses juste pour découper en fichiers, pour pas en avoir un trop gros, je trouve que ce serait vraiment dommage. C'est pas forcément fait pour ça. On va pouvoir gérer le déclenchement suivant des répertoires spécifiques. Donc ça, c'est l'exemple même qui est dans la documentation de GitLab CI. Donc on va le faire d'ailleurs avec des règles. Et puis, on va pouvoir aussi gérer par bloc. Donc en fonction de différents fichiers. Alors notre exemple, nous, ça va être, voilà, on a un cas A, un cas B. Le cas A correspond à un répertoire dans notre dépôt GitLab, notre dépôt Git plus exactement. Le cas B va être un autre répertoire. Et pour ces deux répertoires, je vais vouloir faire un déroulé de déclenchement d'étapes constitué de 1 à plusieurs jobs. Là, on va se limiter, je crois, à un job par stage, mais on peut en faire plusieurs, en fonction de l'évolution d'un répertoire, ou quelque chose de plus global. Donc là, on va partir sur le cas assez simple. Donc, vous allez voir tout de suite, ça va être plus parlant par l'exemple. Donc, on va se rendre dans nos fichiers, ici. Donc, dans Files, ici, on va créer deux répertoires. Donc, on va faire add ici, new directory, on va faire case A, KA, pardon. On va faire toujours au même endroit que tout à l'heure, donc dans le troisième pipeline. Donc vous voyez qu'on a notre répertoire qui a été créé. On va faire case B, voilà. Et donc derrière, à l'intérieur de ces deux répertoires, on va dire qu'on a du code. On a du code, éventuellement deux langages, je sais pas, par exemple deux langages différents, ça serait tout à fait possible. Et donc là, on n'est quand même pas sur des choses très clean, hein, d'un point de vue code, etc. Hein, faire ce genre de choses, ça c'est très discutable. Néanmoins, l'idée c'est de vous fournir l'idée de comment combiner des fichiers GitLab CI, finalement. Donc on va cliquer sur plus, on va ajouter un fichier, et ce fichier, alors vous voyez qu'on a les templates possibles, on pourrait repartir sur les templates de GitLab CI. Nous on va faire un point GitLab, tiens, on va partir sur celui-ci, -ci.yml. Moi il s'est auto-affiché parce que c'est simplement parce que je l'ai déjà tapé auparavant. Là on va mettre un exemple de GitLab CI, qui est reparti finalement de ce qu'on avait fait précédemment, avec juste des dépendances, vous voyez, donc ça correspond finalement au DAG qu'on avait précédemment. Donc là on est sur le case A, vous voyez, ici. Donc là c'est un fichier GitLab CI qui est à l'intérieur de mon arborescence, n'est-ce pas? Donc on vient de le faire dans l'arborescence, donc notre dépôt, le répertoire case A, et GitLab CI.yml. On va faire pareil
dans le deuxième cas ici, on va créer donc un fichier GitLab CI. Voilà. Et derrière, on va faire à peu près la même chose. On va changer les noms des stages. Voilà, comme ceci, juste pour les différencier. Hop. Voilà. Et là, on va dire qu'on est dans case B, B et B. On laisse les mêmes dépendances, donc entre jobs les uns les autres. Ça pose pas de souci. On va committer. Voilà. Donc là, on n'a pas une vision globale, mais grosso modo, donc ce que l'on a, on a nos deux répertoires, et dans chacun des répertoires, on retrouve un GitLab CI.yml. Vous voyez ici, ici. Maintenant, pour les jouer, donc nous, on a un seul GitLab CI. On a une configuration possible du fichier GitLab CI par défaut. Si on voulait jouer à un GitLab CI qui n'est pas à la racine du dépôt, il faut se rendre dans CI/CD ici et dans les General Pipelines, mentionner ici, voilà, la configuration, le fichier de configuration, où est-ce qu'il se situe, et vous voyez qu'on peut mettre le chemin exact et voir modifier le nom du fichier, ce qui n'est pas une grande idée complètement, puisque voilà, si vous avez des gens qui connaissent pas tout à fait comment vous fonctionnez, pour s'y retrouver après avec des choses custom maison, c'est pas toujours très pratique. Donc nous on va se rendre dans Editor. Alors vous voyez qu'il a déclenché à un côté, il avait quand même déclenché les pipelines, parce que j'ai fait des modifications qui ont été trigger, etc. Donc on va ensuite, alors où est-ce que je le retrouve, voilà, on va reprendre ceci en intégralité, voilà, on va pas se poser de questions. Et donc là je suis dans mon principal, donc quand je clique sur CI/CD Editor, je suis dans le fichier qui est à la racine, ou celui qui est en tout cas configuré pour être mon GitLab CI par défaut, et pas celui qui est dans les répertoires case A et case B. Derrière je vais définir des stages, là j'en ai qu'une, mais je pourrais en avoir plusieurs, qui feraient à peu près la même chose. Dans ces stages, je vais définir des jobs toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ici j'ai un seul stage qui est trigger, je pourrais en avoir plusieurs, hein, surtout c'est très important de le savoir. Donc là j'ai un stage triggers dans lequel je vais jouer deux jobs. Le premier job c'est case A, le deuxième job c'est case B. Ici il manque une petite tabulation. Et là, donc qu'est-ce que je fais? Alors celui-ci, donc ouais, si on peut le garder quand même. Donc là je joue dans le job case A, finalement un include qui peut se faire que par la clé trigger ici. Donc j'inclus dans case A le GitLab CI qui correspond au répertoire case A. Je fais la même chose pour case B, sauf que j'y ajoute aussi le système de dépendance qu'on a vu avec les DAG entre jobs, pour dire voilà, d'abord ce que je veux faire c'est réaliser le job case A et dans un deuxième temps le case B. Donc pour ça j'ajoute la clause needs. Le trigger, on le retrouve toujours. Et vous voyez que le trigger, pour l'instant, on ne lui fait rien de spécial. On mentionne juste de cette manière-ci. Là, qu'est-ce qui va se passer finalement? Dans les deux cas de figure, quoi, peu importe où on fait une modification dans l'intégralité de notre dépôt, la totalité des GitLab CI va être jouée. C'est-à-dire, donc bien sûr, celui qui est à la racine, celui qui est dans case A et celui qui est dans case B. Si je commit, voilà, on va se rendre dans Pipeline. Alors, yes, non, ça devrait se faire, voilà, passer, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve encore une formule un petit peu différente. Vous voyez, maintenant on a donc nos étapes, donc en l'occurrence triggers. On retrouve case A et case B ici, et dedans, ici, je retrouve le downstream, c'est-à-dire quelque chose qui est inférieur, en tout cas qui a été lancé par ces différents jobs. Et le job case B, si je veux le détailler, je vois que c'est un job child qui a son propre ID. Si je le déroule, je vois que j'ai le job 1, le job 2, le job 3 qui ont été exécutés. Idem ici, si je déroule... ouais, j'étais sur case B, pardon. Non, oui, il a dû changer l'ordre, ouais, c'est pas grave. Donc du coup, il a ici pour case B, il a joué stage 11, 21 et 31, puisqu'en fait, j'avais changé légèrement la nomenclature. Si je clique ici, je peux avoir bien sûr le détail. Ici, j'étais dans case B, job 3, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Sauf que là, nous, ce qu'on veut, c'est, on avait dit à l'origine de cet élément-là, c'est
si je fais une modification dans le répertoire de case A, je veux jouer uniquement celle-ci. Si je fais une modification dans case B, je veux jouer uniquement celle-ci. Donc je vire mes dépendances, et on va utiliser une autre notion, c'est les notions de rule, qu'on va retrouver ici, voilà. Et cette rule va permettre de dire des conditions. Après, nous, on a une condition, aujourd'hui, ça va être celle d'appliquer quelque chose sur un changement, mais ça pourrait être d'autres règles également. Donc là, dans cette rules, ici, on va définir une seule règle qui est sur les changements. Donc on va vérifier les changements qui vont être notre trigger principal. Et on va regarder les changements qui vont être réalisés dans notre dépôt, dans le répertoire case A et tout ce qui est dans case A, c'est-à-dire y compris par exemple le point GitLab CI. On va faire la même chose pour le deuxième, ici. Alors on pourrait très bien en mettre un sur un et pas sur l'autre non plus. Ici on va dire voilà, celui-ci, ce deuxième job, lui va juste vérifier quand on est dans case B par exemple, puisque du coup il va jouer le GitLab CI de case B. Je vais faire un commit, comme ceci. Donc là, il ne va rien jouer, puisqu'en fait, la modification que je suis en train de faire ici, elle est à la racine. C'est le GitLab CI qui est à la racine du dépôt. Et comme la racine du dépôt n'est pas comprise dans les changes qui sont là, je ne vais pas avoir de pipeline qui vont être en passé, rené, etc. Donc là, pour faire une démo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille faire une modification dans un des deux répertoires pour voir si ça joue bien. Donc là, par exemple, dans case B, je vais ajouter un fichier dedans, par exemple, new file. Là, on va l'appeler testfile.txt, par exemple. Et puis, mon premier changement dans case B, par exemple. On va dire que c'est comme si c'était une modification de code. Là, je commit. Donc, du coup, là, je génère un changement. Alors, bien sûr, on pourrait avoir des merge requests, etc. On verra ça un petit peu plus tard. On clique sur CI/CD, Pipelines. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ça a été déclenché, ça a même été donc réalisé. Et qu'est-ce qu'on a eu qui est réalisé? Bien sûr, on a fait une modification dans case B. Donc la rule case B a été activée. Et du coup, on joue le pipeline qui est prévu par le GitLab CI qui est contenu dans case B. Et donc si je déroule, je retrouve bien les jobs qui ont été joués. Voilà, donc cette dernière option, ce dernier cas de figure, parent-enfant, permet vraiment beaucoup de choses, puisqu'en plus on peut utiliser le need qui permet à revenir vers du DAG, etc. Là on a vu qu'on n'a qu'un seul niveau, triggers, ça pourrait s'appeler autre chose, hein, mais on n'a qu'un seul niveau, on pourrait avoir plusieurs niveaux, et vraiment combiner beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire ce que vous utilisez, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavier.